Donc la question c'est quelle est la continuité, quelle est la rupture avec l'agriculture chimique? Quand je dis agriculture chimique, c'est un terme assez générique. C'est l'agriculture conventionnelle, industrielle, qui est pratiquée depuis la fin de la guerre, en gros, jusqu'à nos jours, même si elle n'est pas monolithique, même si elle n'est pas extrêmement, elle n'est pas aussi basique, mais il faut bien à un moment mettre des concepts et essayer de voir concept à concept. Donc j'essaye de travailler sur un aspect conceptuel et non pas sur un aspect extrêmement détaillé de toute la biodiversité de chaque agriculture, autrement on ne pourrait pas s'en sortir. Deuxième préliminaire, je ne vais pas parler en fait des OGM, mais je vais parler des PGM, des plantes génétiquement modifiées. Parce que le premier usage des OGM, le premier usage de la transgénèse, c'est un outil de connaissance en laboratoire. Et ça, c'est en milieu confiné, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec les PGM. Et quand je vais parler des PGM, je vais parler des PGM actuellement commercialisés. Je ne veux pas parler de l'ensemble des projets qui existent sur les PGM, même si je vais m'intéresser un peu au blé, qui lui n'est pas actuellement commercialisé, parce que c'est dans la continuité avec le colloque que nous venons d'avoir. Au niveau du contexte, déjà dans quel contexte se sont développés les PGM actuellement commercialisés, hein. Donc nous voyons qu'il y en a principalement 4 plantes, ça représente 99% des PGM cultivés dans le monde actuel, et la reine des PGM c'est le soja. Voilà. Et quand je mets 75% du soja est OGM, c'est de l'ensemble des cultures de soja mondiales. Donc c'est-à-dire que le soja est en gros à 3/4% transgénique. Après nous avons du maïs, du coton et du colza, et à très faible niveau, de la luzerne, des betteraves, de la papaye, et maintenant depuis un mois, l'eucalyptus transgénique a été autorisé au Brésil. C'est la dernière espèce qui est entrée dans la famille des plantes transgéniques autorisées. Et donc nous avons deux exceptions, le blé et le riz. Je vais faire un premier point qui n'est pas dans les diapos, c'est sur le blé. Ce qui est intéressant, c'est que le blé transgénique, en fait, il existe. Il y a énormément de versions transgéniques de ce blé qui ont été développées dans des laboratoires. Et il a failli être commercialisé. C'est-à-dire qu'en 2002, Monsanto avait déposé une demande d'autorisation pour le blé transgénique Roundup Ready. Roundup Ready, c'est-à-dire qu'il tolère des pulvérisations de Roundup sans mourir. Et en 2004, Monsanto retirait son autorisation auprès de l'Office canadienne. Alors la question c'est pourquoi, étant donné que sur les autres plantes, il n'y a pas eu de retrait. Pourquoi il s'est retiré sur le blé? C'est pour différentes raisons, notamment parce que l'industrie des pâtes italienne, qui était un très grand importateur de blé canadien, a dit qu'il n'en voulait pas. Et d'autres importateurs de blé ont dit qu'ils ne voulaient pas de blé transgénique, donc il y avait un problème de marché, clairement. D'autre part, les producteurs de blé au Canada étaient regroupés dans une commission qui, elle, donc avait dit qu'elle ne voulait pas aussi de ce blé transgénique. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que la fameuse commission du blé canadien a été dissoute dans les années 2000. Et depuis, on voit quand même une relance des expérimentations sur le blé transgénique à partir des années 2000. Hein. Ça repart vraiment de façon un peu importante. Et donc, on pense qu'il est possible que le blé transgénique soit autorisé au Canada ou aux États-Unis dans des délais assez courts. Autre chose qui est très intéressante, comme c'est une question de marché, principalement, qui a fait que le blé n'a pas été autorisé, en tout cas, c'est la raison officielle, parce que peut-être qu'il y a des questions de technicité, mais ça, on n'a pas accès aux informations. C'est que les Australiens, les Canadiens et les Américains ont signé un accord pour dire qu'ils n'auraient d'autorisation que synchronisée. Voilà, pour éviter des problèmes de marché, parce que l'Australie et le Canada sont les plus grands producteurs et d'exportateurs de blé. Donc ils ont dit, si on l'autorise ensemble, comme ça éviterait que ça joue sur un marché ou sur un autre. Il faut savoir qu'il y a quand même pas mal d'essais en champ de blé qui ont été réalisés même en Europe. Donc il y a eu des essais de blé transgénique en Suisse, notamment dans le cas du PNR 59. Le PNR 59, c'est un grand programme de recherche mené par des institutions publiques suisses. Il y a eu des essais de blé transgénique à Gattersleben en Allemagne avec l'IPK. Enfin, sur les terres de l'IPK, mais avec des contrats privés, notamment de Bayer. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'IPK est aussi, à Gattersleben,
une des plus grandes, une des plus grandes banques de gènes de blé. Et donc, cette banque de gènes, comme nous l'avons vu avec Audrey, ils remettent en champ régulièrement donc des variétés pour pouvoir les analyser, etc. Et donc, on a eu il y a eu des craintes de contamination de la banque de gènes par les expérimentations de blé transgénique faites par Bayer sur des terrains très très proches. Parce qu'en effet, il existe même si le blé est globalement haut de gamme, il y a quand même des possibilités de fécondation entre lignées de blé. Les pourcentages varient d'une étude à l'autre. Il y en a qui parlent de 3,4% jusqu'à 15-20% pour d'autres études et pour d'autres variétés. Donc en tout cas, il est possible qu'il y ait des flux polliniques entre les variétés transgéniques et les variétés de la banque de gènes. Mais la plus grosse partie des contaminations par le blé, en fait, à hauteur de 60-70%, c'est lié à des erreurs humaines. C'est ce qu'ils ont remarqué en Australie, où ils ont plusieurs dizaines d'essais en champ de variétés de blé transgénique. Voilà. Donc ça, c'était pour faire un petit aparté sur cette céréale qu'on a beaucoup étudié au cours de ce colloque. Voilà. Donc, au niveau du contexte, en quoi il y a continuité? Donc il y a continuité déjà sur les variétés, puisque ce sont des variétés industrielles qui ont été les premières génétiquement modifiées, à l'exception donc du blé et du riz. Ce sont des variétés des espèces qui étaient extrêmement importantes pour le marché international. Après, qui cultive ces variétés? Donc on nous dit, c'est quand même en tête les États-Unis avec 40%. Les États-Unis ont un peu perdu de part de marché des PGM avec l'arrivée du Brésil, qui a eu une croissance fulgurante, notamment sur le soja et sur le maïs, et sur plein d'autres choses, puisque le Brésil est un grand centre de recherche sur les OGM. C'est aussi le seul pays au monde à avoir autorisé un animal transgénique, à savoir le moustique, pour lutter contre la dengue. Et les autres grands producteurs d'OGM, par contre, j'ai mis la Chine et l'Inde. Pourquoi je les ai mis dans les pays qui étaient dans le paradigme de l'agriculture chimique? C'est que la Chine et l'Inde sont les deux grandes réussites de la révolution verte, avec des résultats incroyables au début et des faiblesses, enfin des limites à cette révolution verte. La Chine et l'Inde avaient mis en place des programmes et les paysans de ces pays-là ont bénéficié d'une organisation sociétale particulière, avec donc des crédits, des semences améliorées, un accès à l'irrigation, un accès aux intrants, ce que d'autres pays du Sud n'ont pas eu. C'est-à-dire que c'est vraiment deux pays très importants, parce qu'on voit que c'est dans ces pays-là qui ont le plus bénéficié de la révolution verte, c'est dans ces pays-là que la révolution biotechnologique a eu lieu. L'Argentine et le Brésil, je les mets aussi dans les pays industriels pour les questions agricoles, puisque en fait, le Brésil a une agriculture duale, complètement duale. Il y a même deux catalogues de semences au Brésil, le catalogue des variétés créoles et le catalogue des variétés type COV à la française. Mais le Brésil et l'Argentine sont deux pays qui ont une structure agraire de type américaine, avec des très très grandes surfaces d'un seul tenant, dans lesquelles les OGM ont trouvé une place facile, rapidement. Faut donner un chiffre, par exemple, il y a un producteur de soja transgénique en Argentine qui a une petite surface de 220 000 hectares. Voilà. Et dans les exceptions, donc, nous avons dans les grands pays agricoles qui ne sont pas rentrés dans le club des pays transgéniques, c'est donc l'Union européenne, le Japon et la Thaïlande. Voilà. L'Union européenne, on a des surfaces relativement faibles de plantes transgéniques, et c'est seulement le maïs -810 qui a été autorisé en 1998. Et donc presque 20 ans après, il n'y a que 134 000 hectares de maïs transgénique qui poussent en Espagne, 7 000 au Portugal, et après nous avons trois autres pays, la République tchèque, la Slovaquie et la Roumanie, sur des surfaces totalement anecdotiques, inférieures à 1000 hectares. Donc voilà, surface 181 millions
d'hectares en 2014, soit 28 pays. Donc nous avons vu que 28 pays, c'est un chiffre qui est mis en avant par les promoteurs des plantes biotechnologiques, mais qui ne correspond pas à la réalité, puisque 4 pays font plus de 75% des surfaces, et si on rajoute l'Inde et la Chine, on est quasiment à l'intégralité des surfaces cultivées avec des pays qui cultivent des OGM. Quand ils mettent le Costa Rica et quand ils mettent le Bangladesh dans les pays qui cultivent des OGM, c'est vrai, sauf que c'est sur des surfaces qui sont inférieures à 50 hectares. Et après, ce qui est intéressant, c'est comment on compare ces surfaces-là par rapport à l'ensemble des terres agricoles. Et donc, en fonction des chiffres qu'on utilise, on peut aller de 11,3% à 1,9%. Les trois notions que j'ai mis là, les terres arables, les terres agricoles et les terres utiles à l'agriculture, ce sont trois concepts qui ont été mis en place par la FAO. Et donc, les terres utiles à l'agriculture, la FAO intègre dedans la forêt, par exemple, enfin certaines forêts, puisqu'il y a encore en Afrique équatoriale notamment, et en Amérique latine, un certain nombre de gens qui se nourrissent quotidiennement des plantes et des animaux de la forêt. Donc en fonction du comparatif qu'on utilise, on peut plus ou moins valoriser ces plantes transgéniques par rapport aux autres cultures et à l'alimentation en règle générale. Non, c'est pas ça. Ok. Alors, actuellement, donc je répète, hein, je parle des OGM actuellement commercialisés dans les champs. Pourquoi ils ont été mis en place ces OGM-là? Il y a donc, ce sont des intérêts. On parle du gène d'intérêt. Ils ont un intérêt pour l'agriculture intensif, pour l'agriculture qui se pratique depuis donc une centaine d'années. Et donc le premier critère, le premier gène d'intérêt qui est transféré dans les PGM actuels, c'est la résistance à un herbicide. Et ça, c'est 63% des plantes transgéniques cultivées qui sont résistantes à un ou plusieurs herbicides. Parce que maintenant, de plus en plus, elles sont résistantes à plusieurs herbicides pour des questions techniques et agronomiques. Et après, nous avons les plantes dites BT, qui sont donc des plantes qui produisent un insecticide. Et dans ces deux cas, nous avons donc, comme le dit Alain Veil du CIRAD, le but est donc de faciliter les pratiques culturales des gens qui ont des très grandes surfaces. Ça, c'était valable principalement pour tout le continent américain. C'est-à-dire que quand tu as 1000, 2000, 220 000 hectares, le fait de pouvoir simplifier tes pratiques culturales, ça a un sens économique à court terme. C'est clair qu'un passage de tracteur en moins a pu avoir un bénéfice et donc avoir un attrait pour les gens qui étaient dans des systèmes extrêmement extensifs. Il faut savoir que les agriculteurs américains sont dans des situations économiques assez problématiques. À 80-90%, ils sont surendettés, ils sont énormément dans le double, voire le triple travail, et ils sont à la recherche d'outils, d'auxiliaires technologiques pour pouvoir survivre et pour pouvoir aller vers l'agrandissement de leur surface. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, le fait d'avoir des variétés qui tolèrent le Roundup ou qui produisent elles-mêmes l'insecticide a pu être considéré comme un auxiliaire technologique dans leur schéma économique en tant que tel. Après, les autres gènes d'intérêt sont relativement peu commercialisés, mais je les ai notés parce que ceux-là, ils ont une autorisation claire. Donc, c'est des résistances à un virus. Donc, il n'y a pas que la papaye, il y a aussi avoine, après, les pommes de terre avec un taux d'acrylamide réduit. Donc l'acrylamide, c'est une substance considérée comme cancérigène par l'OMS et qui apparaît quand on fait frire des aliments. Donc, donc ça apparaît avec les frites notamment, mais ça peut arriver aussi, on en a parlé à un moment, avec du pain qui brûlerait trop, ça peut produire de l'acrylamide. Donc ils ont essayé de chercher à réduire ce taux d'acrylamide. Et pareil, la pomme qui ne brunit pas, c'est un intérêt, on va dire, pour le système agroalimentaire. C'est pour permettre de conserver cette pomme plus longtemps sur des circuits plus longs. Donc, c'est dans un but qui est de l'industrie agroalimentaire. Les autres modifications, la tolérance au sel, la moindre consommation d'eau, la qualité gustative, tout ça, c'est au stade expérimental. Il y a de façon très faible, 50 000 hectares de maïs qui sont cultivés aux États-Unis, qui résistent à un stress hydrique.
mais de l'avis de l'USDA. L'USDA, c'est le département américain à l'agriculture, donc le ministère de l'Agriculture aux États-Unis, considère que la variabilité supportée par ce maïs de Monsanto est dans des proportions égales aux variétés conventionnelles, à certaines variétés conventionnelles. Mais ça n'a pas empêché, c'est pas ce critère-là qui a fait qu'ils n'ont pas voulu autoriser, puisque dans leur procédure d'évaluation, ils ont considéré que c'était pas considéré comme un parasite, donc ils ont pu autoriser. Mais ce maïs-là n'est pas un maïs qui pousse dans le désert. Hein. Faut bien être conscient. Il permet juste de tolérer des variabilités hydriques. C'est pas un cactus, c'est ça. Ouais. On est bien d'accord. Voilà. Donc, et quatrième critère du contexte pour montrer qu'actuellement les PGM cultivés sont dans un contexte de l'agriculture industrielle, c'est à quoi ça sert. Hein. On consomme très peu d'OGM directement, nous les humains. Les OGM sont principalement mangés, consommés par le bétail. Et donc, en fait, ce qui a fait que le soja transgénique a explosé, a littéralement explosé au niveau des surfaces, c'est lié à deux phénomènes. C'est d'une part l'interdiction des farines animales en Europe, qui coïncide avec l'arrivée du soja transgénique, donc à la fin des années 90, et c'est aussi l'arrivée de la Chine et de l'Inde, notamment dans le marché des consommateurs de viande. La Chine et l'Inde, notamment la Chine, a absorbé de façon incroyable le soja argentin, brésilien et américain. Et on verra que ça a joué sur la balance commerciale des producteurs de soja de façon incroyable. C'est-à-dire qu'il y a eu un attrait pour cette variété-là, indépendamment de son goût, puisqu'en fait, on ne la mangeait pas, c'est les vaches qui la mangent. Et le problème du bétail, c'est qu'on n'a pas de recul sanitaire, étant donné que le bétail est généralement tué avant la fin de sa vie. Donc on ne sait pas comment les choses évoluent. Puisque la vache, on la tue avant qu'elle soit trop vieille pour la consommer. Deuxième intérêt, c'est donc qu'il y a quand même un peu d'alimentation humaine, mais c'est dans des produits manufacturés, donc, pour lesquels il est assez dur d'avoir un suivi épidémiologique, puisque c'est tout à fait, on va dire, caché dans un ensemble de problématiques du système agroalimentaire. Et donc on retrouve du soja et du maïs via de l'amidon de maïs ou de la lysine de soja dans un certain nombre de produits manufacturés. Et après, la troisième utilisation, c'est les agrocarburants. Et les chiffres que je vous ai donnés, c'est assez impressionnant. Les États-Unis ont mis en place un plan pour l'indépendance en carburant, notamment après le 11 septembre, et ils ont obligé les pompes à essence à utiliser de l'éthanol à partir de maïs. Et donc on voit 40% de la production nationale américaine de maïs va dans les moteurs. Et donc là, pareil, il n'y a pas de problème d'innocuité sanitaire, puisque le moteur, il ne va pas tomber malade. Donc les OGM, dans ce cadre-là, n'ont pas besoin d'évaluation particulière, parce que ça va directement dans les moteurs. C'est quelque chose d'important à dire. D'ailleurs, la crise alimentaire de 2008 est en partie liée à ce plan, j'ai dit en partie, hein, en partie liée à ce plan agrocarburant, puisque le fait de retirer énormément de maïs du marché international a fait grimper les prix. Et on s'est retrouvé avec des émeutes de la faim dans un certain nombre de pays, et notamment au Mexique, en Égypte, etc., de façon assez violente, avec des morts, avec des émeutes au sens strict du terme, liées au fait à ces prix ont flambé, voilà, parce que le maïs s'est retrouvé dans les moteurs au lieu de partir dans le système plus classique. Et après, bien sûr, avec le coton, on fait du textile. Hein, ça, il n'y a pas de problème. C'est évident. Hein, je pense qu'il n'y a pas besoin de commenter. Donc voilà, ça c'est pour l'usage du maïs. Hein, c'est pour reprendre encore, je trouve que c'est quand même assez flagrant. Donc en jaune, c'est les biocarburants. Et en bleu, c'est l'alimentation du bétail, feed. Voilà, donc on voit bien que le maïs est de plus en plus utilisé pour les biocarburants aux États-Unis. Voilà, donc ça pose des questions, notamment en termes énergétiques, puisque la balance énergétique des agrocarburants de première génération, comme ce bioéthanol, est pas du tout favorable. Un certain nombre de gens qui travaillent sur les questions de climat et d'énergie considèrent que ce n'est pas une bonne solution que de sortir le maïs de l'alimentation pour le faire entrer dans les moteurs, puisqu'on ne gagne pas grand-chose en termes de tonnes de CO2 et autres gaz à effet de serre produites. Voilà.
Alors après, par contre, donc j'ai vu donc, dans la première partie, on a montré la continuité au niveau du contexte entre l'agriculture chimique, donc ceux qui la produisent, les variétés qui sont produites et les buts. Mais par contre, quand on écoute le discours, surtout à la fin des années 90 et des années 2000, des promoteurs des plantes transgéniques, il y avait un discours comme quoi c'était la nouvelle révolution verte, c'était quelque chose qui allait régler un certain nombre de problèmes, qui allait mettre fin aux problèmes liés à l'agriculture industrielle, etc., etc. Et donc j'ai pris une citation de Tintin, parce que voilà, c'est toujours intéressant de se replacer dans un contexte de la science-fiction en 1965, et une déclaration de Monsanto France. Je vous laisse lire si vous voulez lire, mais je ne vais pas vous les lire, voilà, parce qu'on n'a pas un temps infini. Voilà, donc des innovations fabuleuses, miraculeuses. Enfin, les termes utilisés ont été extrêmement forts. Et après, petit à petit, le discours s'est régulé par ces promoteurs-là pour arriver à dire que c'est un des éléments de la solution. Et ce n'est plus la solution. Mais au début, on avait vraiment un discours très, très miraculeux. Voilà. Donc après, donc dans les promesses qu'ils ont proposées, c'était de dire, par exemple, avec les PGM, on aurait moins d'utilisation d'herbicides. Donc là, nous avons un schéma qui est fait par Monsieur Benbrook, Charles Benbrook, qui est un opposant aux OGM, il faut le dire. Il a utilisé les chiffres de l'USDA. L'USDA, toujours le ministère de l'Agriculture aux États-Unis. Il s'est basé sur des chiffres officiels pour faire ses calculs. Et globalement, ils sont contestés au niveau par PG Economics, qui est un centre d'études du côté OGM. Hein. Ils sont contestés sur les chiffres, mais non pas sur les augmentations. Donc après, ils chipotent sur quelques dizaines ou de milliers de tonnes, mais en gros, la courbe qui commence par une réduction et qui aboutit à une augmentation de plus en plus importante, elle est très peu critiquée. On sait qu'au début, les premières plantes Roundup Ready ont permis un usage plus modéré des herbicides, et notamment ça a permis de supprimer un certain nombre d'herbicides type atrazine, etc., au profit du glyphosate, qui était considéré comme moins dangereux. Ça, c'était le discours, puisque c'était un défoliant et non pas un herbicide. Voilà. Donc la première promesse qui dit que moins de pesticides grâce aux OGM ne s'est pas révélée actuellement, avec les PGM actuels, une promesse réussie. Pourquoi on a eu ce phénomène d'augmentation des herbicides alors qu'au début on avait une diminution? Il y a deux facteurs qui sont concomitants. Hein. C'est donc les adventices qui sont devenues résistantes au Roundup et au glyphosate. Il a fallu donc augmenter les doses de glyphosate dans un premier temps pour pouvoir venir à bout de ces adventices-là. Ça n'a pas suffi. Il a fallu après utiliser d'autres herbicides. Donc on a vu un retour de l'atrazine assez important, notamment en Argentine. Et il y a eu le 2,4-D qui est arrivé sur le marché, etc. Les dernières variétés d'OGM sont des variétés qui tolèrent 4 herbicides, parce que comme ça donne un spectre de toxicité plus important pour essayer péniblement de venir à bout de ces variétés devenues résistantes aux herbicides. L'autre problème, c'est les plantes férales. Et donc nous avons un champ, c'est une photo faite par Frédéric Thomas, quelqu'un qui travaille sur l'agriculture de conservation dans l'Indre, qui a eu un discours au début très pro-biotechnologie et qui en est revenu suite à des voyages aux États-Unis, notamment quand il a vu les champs de plantes férales. Une plante férale, c'est une repousse d'une variété cultivée non désirée. Et donc là, nous avons du soja qui repousse dans un champ de maïs. Non, c'est du maïs qui repousse dans un champ de soja. Et c'est un problème puisque les deux variétés sont au Roundup Ready. Comment venir à bout de l'une alors qu'on utilise la même technologie sur les deux variétés? Donc on se rend compte que là, ça pose un problème. Dans un premier temps, Monsanto a proposé d'envoyer des étudiants dans les champs pour désherber, mais il s'est vite rendu compte que ce n'était pas faisable. Nous avons par exemple plus de 50 000 hectares en Géorgie qui sont envahis par des amarantes devenues résistantes à des herbicides. C'est un problème important. Je précise que la résistance des adventices au glyphosate existe aussi en France, mais c'est pas lié. Donc c'est-à-dire que c'est pas lié à la technique de la transgénèse, c'est lié à la possibilité que la transgénèse a rendu possible, à savoir l'utilisation plus importante d'un certain nombre d'herbicides. Donc par exemple, la SNCF utilise énormément de Roundup. Et donc nous avons des adventices résistantes au glyphosate en France. Voilà. C'est important d'être bien précis sur ce qu'on dit.
Donc après, sur les insecticides, pareil, on nous a dit, avec les OGM, vous allez utiliser moins d'insecticides. Hein, dans un premier temps, ça a été vrai, hein, et ça c'est notamment pour le maïs et le coton BT, toujours selon les travaux de M. Benbrook. Ce qu'il faut dire, c'est que si la personne ne pulvérise pas d'insecticides, la plante la produit. Donc il y a une réduction de la pulvérisation, qui ne veut pas dire qu'il y a une réduction de la présence d'insecticides dans l'environnement. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on ne la pulvérise pas qu'elle n'est pas là, puisque la plante la produit. Et après, la question de savoir quelle est la quantité d'insecticides produite par une plante BT est impossible à savoir. C'est un secret industriel qui n'est pas partagé par les laboratoires. Et il y a des études qui ont été faites, et c'est comme souvent, on a une échelle qui est extrêmement hallucinante. Il y en a qui disent que c'est 10 fois plus, et d'autres c'est 100 000 fois plus. Donc, avec ça, on est bien logé. Mais en tout cas, c'est sûr que le BT est produit. Après, il faut savoir, et ça c'est des travaux que Lilian avait fait à une certaine époque, le BT produit par la plante n'a rien à voir avec le BT utilisé en agriculture biologique. Hein. Ce sont deux, c'est le même mot, mais ce n'est pas du tout les mêmes molécules. Voilà, ça c'est important. On ne va pas rentrer dans le détail parce que... Voilà. Donc après, ils ont proposé l'apparition 2009, c'est quand l'EPA, donc l'EPA, c'est le ministère de l'Environnement américain, a reconnu qu'il y avait un problème d'insectes qui étaient devenus résistants aux plantes BT. Donc ça a mis beaucoup plus de temps qu'avec les adventices. Hein. Donc, certains disent 2006, 2005, peu importe. En tout cas, 2009, l'EPA reconnaît qu'il y a des insectes qui sont devenus résistants au BT, dont la chrysomèle notamment. Voilà. Et les solutions protégées, en fait, ne fonctionnent pas. Parce que d'après les travaux de M. Tabachnik, l'empilement des gènes, en fait, c'est qu'on met plusieurs gènes de BT dans une plante, c'est que la protéine produite par ces gènes BT, qui s'appellent des protéines CRI, sont extrêmement proches, et en fait, elle ne permet pas réellement de contourner la résistance qui a été acquise par les insectes. Et les zones refuges, c'est de dire on va cultiver 20%, 30% ou 40% du champ avec des variétés non transgéniques pour diluer la résistance des insectes. Pourquoi ça n'a pas marché? Tout simplement parce que les agriculteurs américains ne l'ont pas fait. Voilà. Ils avaient une obligation légale de mettre en place des zones refuges, mais comme on leur a vendu les OGM pour simplifier les pratiques culturales, ils n'allaient pas, quelques années après, se recomplexifier le travail en respectant ces zones refuges. Et les services du ministère de l'Environnement n'ont jamais vraiment essayé de faire appliquer cette réglementation qui aurait pu éventuellement permettre de diluer cette résistance des insectes. Et troisième promesse, avec les OGM, on va pouvoir enfin avoir des rendements extrêmement intéressants. Donc là, nous avons une pub de Monsanto, hein, avec des toutes petites fermes et des très très gros silos. Je la trouve assez mignonne. Et donc attention, rendement élevé. C'est ce qui est marqué sur le panneau. Et donc, par exemple, il y a une étude emblématique, c'est l'étude de Kem, Martin Kem, qui en 2001 a estimé que le coton BT permettait des rendements de 80% et une diminution de 70% de l'usage des pesticides. Et ça fait du mal en fait au débat scientifique, parce que c'était vraiment de l'extrapolation abusive qui a été dénoncée en partie par des responsables de gouvernement et des gens d'entreprises comme des gens de Syngenta. Il a utilisé très très peu de données qu'il a extrapolées. En matière de rendement, on a beaucoup d'études qui sont basées sur des extrapolations avec peu de données. La question du rendement est extrêmement compliquée à déterminer. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on compare sur combien d'années? Est-ce que la pression parasitaire est importante, pas importante, etc., etc. Donc en tout cas, cette étude-là ne permettait pas de conclure et a même commencé le débat sur une mauvaise base. Voilà. Par contre, nous avons des chiffres plus intéressants. Donc ça, c'est un document de France Agrimaire, donc les services de l'État français, et nous voyons l'évolution du rendement du maïs depuis 1960 entre les États-Unis, la France et le Mexique. Donc nous voyons que pour les États-Unis et la France, donc la France qui ne cultive pas de maïs transgénique et les États-Unis qui en cultivent de façon massive, on voit que la courbe de rendement est globalement identique. Donc on ne peut pas
Comment on fait pour... Enfin, vous notez à partir de 96-2000, hein, il n'y a pas de changement majeur. C'est-à-dire que la courbe, elle est assez homogène. L'évolution du rendement est assez homogène depuis les années 60. Et on pourrait remonter un peu plus loin encore, et on verrait que la courbe garde la même forme. Toujours sur les rendements, voilà, donc ça c'est les rendements de blé, de maïs et de soja. Donc on voit que quand même, donc ça c'est que aux États-Unis, hein. C'est toujours un schéma de France Agrimaire, mais c'est sur les rendements américains. Donc on voit que le maïs, lui, il est un peu en dents de scie avec une certaine progression, mais sur les deux autres, sur le blé qui n'a pas été commercialisé en version transgénique et le soja qui, lui, par contre, a été majoritairement vendu comme transgénique, on voit que les évolutions se suivent. Donc ça donne des éléments sur le rendement qui me paraissent importants. Donc ça, c'est encore plus intéressant, c'est que le rendement ne fait pas tout, en fait. Le rendement ne détermine pas un comportement économique d'un acteur. Le comportement économique d'un acteur a besoin de beaucoup plus de données que le simple rendement. Et donc nous prenons des exemples assez farfelus. Donc c'est-à-dire sur le colza, la première image, vous voyez que les pays qui ont les meilleurs rendements, il y a le Luxembourg, les Pays-Bas. Sur le soja, nous avons l'Italie. Sur le maïs, il y a les Émirats arabes unis. En gros, cette notion de rendement en tant que tel, c'est des graphiques de la FAO. Hein. La notion de rendement ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire que c'est donc oui, les Émirats arabes unis ont le meilleur rendement en soja. Ça nous fait une belle jambe puisque économiquement, c'est pas un acteur important en termes de soja. Mais par contre, le contexte économique est favorable. Et j'ai pris l'exemple du soja, c'est pas anodin, puisque, comme je vous ai dit, il y a eu un aspirateur avec l'entrée de la Chine et de l'Inde dans le marché des importateurs de soja, qui a fait que, malgré des rendements stables, malgré un coût de plus en plus important de la semence, c'est facteur 10, malgré une augmentation des intrants nécessaires à la production de soja depuis 20 ans, malgré, etc., la marge brute du producteur de soja a augmenté. Et le tableau suivant est extrêmement intéressant. Donc la source, c'est SoyStat. Donc c'est un site internet des producteurs de soja américains. Donc nous voyons que la marge, c'est la deuxième colonne hein, qui est intéressante, elle est passée en 2000 de 238$ à 833$ en 2011. Mais vous pouvez prendre toutes les autres colonnes, elles augmentent. Le prix des intrants, le prix des semences, les dépenses en engrais, les dépenses en pesticides, les dépenses en fuel. Le rendement qui lui stagne, hein, 2,89, 2,76, 2,42, donc un rendement qui est à peu près stable. Mais par contre, un prix qui augmente sans cesse. Le prix de la tonne de soja n'a jamais cessé d'augmenter. Donc le critère transgénique ou non transgénique n'était pas un critère déterminant dans le choix économique des agriculteurs américains. Donc la troisième promesse n'est pas au rendez-vous non plus. Voilà. Par contre, donc, comme c'est une plante vraiment fabuleuse, miraculeuse, etc., selon le discours des promoteurs des OGM, ils ont dit, nous souhaitons un brevet sur ces variétés-là. C'est-à-dire qu'en fait, les inventions biotechnologiques, j'ai bien utilisé le terme d'invention biotechnologique et pas de plantes OGM, puisque les premières inventions vivantes qui ont été sujets à des brevets n'étaient pas des plantes, mais des bactéries et des animaux de laboratoire. Et donc, c'est les inventions biotechnologiques et la directive européenne, c'est la directive sur les inventions biotechnologiques. C'est important d'utiliser ce terme-là. Donc, c'est ça qui fait entrer le vivant dans le domaine de la brevetabilité. Même si, on l'a vu avec Guy Kessler, et on va le revoir, le brevet ne se limite pas aux plantes transgéniques, mais c'est ça qui a permis le basculement. Donc là-dessus, il y a en effet une rupture notoire, une étape importante qui est franchise dans la propriété industrielle et intellectuelle avec les inventions biotechnologiques. Voilà, donc un objet brevetable s'il est inventif, nouveau et s'il a une application industrielle. Et donc je vous ai mis l'article 3.2 de la directive européenne. Voilà, une matière biologique isolée, donc en gros c'est-à-dire séquencée, tout simplement, c'est-à-dire si on peut la sortir de son organisme, elle peut être brevetée. Il ne parle pas de modification génétique, mais c'est via les outils de la biotechnologie qu'on a pu arriver à isoler des séquences génétiques et donc à leur donner un brevet.
Voilà, donc via les BGM, des brevets ont été accordés sur des variétés conventionnelles. Ça qui est intéressant, c'est que comme on a fait rentrer le vivant dans les brevets, et après les brevets ont pu se sont étendus progressivement à l'ensemble de la sélection. Et la dernière étape, c'est le 25 mars 2015, donc il n'y a pas très très longtemps, la grande chambre des recours de l'OEB, l'OEB c'est l'Office européen des brevets, EPO en français, confirmait, hein, c'est-à-dire que c'était une notion qui existait déjà en 98, hein, confirmait que des procédés essentiellement biologiques pouvaient être brevetés. Un processus essentiellement biologique, c'est juste le fait que des plantes se reproduisent. Hein. C'est essentiellement biologique, c'est de la biologie par nature. Hein. Donc c'est intéressant, cette dernière confirmation. On voit bien que l'étape importante dans les droits de propriété intellectuelle avec les OGM ont permis en fait de sortir l'ensemble du vivant de son exception qu'il avait avant pour lui faire trouver la notion d'objet. Parce qu'en fait, avec les brevets, on objectivise en fait les processus. C'est une étape importante, mais en fait, ça s'inscrit déjà dans un processus. C'est-à-dire qu'avant les OGM, avant les brevets, il y avait déjà un début de droit intellectuel et industriel. Donc je suis allé un peu vite là. Donc ça a déjà été évoqué par Guy, hein, mais rapidement, les COV qui ont eu 3 étapes, 68, 71 et 91, je crois. À chaque étape, les COV sont allés vers un système de plus en plus fermé, où l'exception de l'agriculteur et du sélectionneur était de plus en plus réduite. Et en fait, le COV 91, donc la dernière mouture du COV, se rapproche énormément du brevet dans ce que ça limite. Voilà. Et en fait, il y en a certains qui disent même que il y avait des droits de propriété industrielle et intellectuelle avant les COV aux États-Unis, avec des débuts de réflexion intellectuelle là-dessus. Ce qui est intéressant à noter, c'est que les brevets ont été pensés par des acteurs libéraux afin de lutter contre les monopoles. Actuellement, les brevets servent principalement à renforcer les monopoles. Donc la philosophie qui était à l'œuvre derrière les brevets a été complètement détournée de son objectif. Et techniquement alors, c'est sûr que on a parlé d'une continuité au niveau du paysage, on a parlé d'une rupture avec l'arrivée des brevets, mais qui était dans une continuité quand même malgré tout, avec un certain nombre de droits de propriété industrielle qui étaient préalables au brevet. Techniquement, dans quelle courbe s'inscrit la transgénèse? Donc j'ai pris des expressions de 4 personnes qui, pour eux, il n'y a pas de changement notoire entre ce qu'on faisait avant, donc depuis le néolithique avec la domestication des espèces et la transgénèse. On est dans une continuité de domestication qui n'a pas qui ne mérite pas en fait d'être étiquetée en tant que telle. Mais c'est un paradoxe énormément parce qu'ils ont dit on fait la même chose depuis toujours, mais par contre, on fait quelque chose de différent quand il s'agissait de justifier des brevets. Donc il y a un double discours, rupture au niveau du droit de propriété intellectuelle, continuité au niveau de l'outil technique. Pourquoi ils cherchaient à absolument avoir une notion de continuité? C'est que si c'était la même chose que la sélection variétale classique, on ne voit pas pourquoi on ferait plus d'évaluation, on ne voit pas pourquoi on ferait de l'étiquetage et on ne voit pas pourquoi on ferait du suivi post-commercial. On n'en fait pas pour les variétés issues de la sélection conventionnelle. Donc en se plaçant dans un paradigme de continuité par rapport à ça, c'était une façon pour eux d'éviter un certain nombre de désagréments. Voilà. Mais par contre, la transgénèse s'insère dans un processus déjà ancien. C'est-à-dire que progressivement, et donc c'est au XIXe siècle que c'est apparu, la notion de production et la notion de reproduction s'est séparée. C'est-à-dire qu'avant, un agriculteur était un producteur et un reproducteur. Il n'était pas seul, hein, c'était dans un réseau d'agriculteurs, bien entendu. C'est-à-dire que chacun ne faisait pas tout. Hein, c'est pas possible. Mais la notion de production et de reproduction s'est séparée à cette époque-là. Et après, donc on est arrivé progressivement vers l'arrivée des semences plutôt de type industriel.
Et donc, ça a commencé par l'hybridation F1 qui ne se faisait pas dans les champs des paysans. C'est une technique de laboratoire. Après, il y a eu la stérilité mâle cytoplasmique qui permettait de faire des F1 sur des variétés pour lesquelles c'était plus compliqué de faire ce genre d'hybridation. Après, dans les années 50, il y a eu la mutagénèse aléatoire. Donc, il y a eu un certain nombre d'étapes technologiques avant d'arriver aux OGM transgéniques qui ont mis le feu aux poudres. Parce que pourquoi ils ont mis le feu aux poudres? C'est simplement que la transgénèse représente une rupture importante dans ce schéma-là, c'est qu'on a pu mêler les espèces. Et je pense que si le grand public s'est emparé de ce sujet-là, c'est cette notion-là qui a été à l'œuvre dans les têtes. C'est-à-dire le fait de pouvoir mettre n'importe quel morceau d'ADN dans n'importe quel génome en s'affranchissant de la barrière des espèces a été vu comme quelque chose même pas dangereux, de contre-nature. Et c'est ça, je pense, qui a fait qu'on s'est intéressé à cette technique alors qu'on ne s'en était pas intéressé avec la mutagénèse aléatoire. Ça a été une rupture importante dans ce processus-là. Et donc, juridiquement, l'Union européenne a décidé de traiter ces plantes-là comme des plantes particulières. Et la définition de la directive 2018 qui gère les OGM est assez claire à cet endroit-là. Un organisme, à l'exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication et ou par recombinaison naturelle. Et donc, dans cette définition-là, ça intègre donc aussi la mutagénèse aléatoire. Mais par contre, dans la définition, la mutagénèse aléatoire est un OGM. Mais par contre, dans le champ d'application de la directive 2018, le législateur européen a retiré la mutagénèse aléatoire du champ d'application de la directive 2018. C'est-à-dire que les plantes issues de cette technologie sont des OGM qui ne sont pas évaluées, étiquetées et suivies comme des OGM. C'est très clair au niveau du texte de la 2018. Voilà. Voilà. Et après, un élément important, c'est que le transgène n'est pas un gène. D'ailleurs, le gène, on ne sait pas trop ce que c'est, mais admettons qu'on sache ce que c'est-à-dire, même si on prend la notion de un gène, une fonction, enfin une protéine, une fonction, un transgène est une construction chimérique. C'est-à-dire que pour faire un transgène dans une plante transgénique, on est obligé de mettre un promoteur, un gène d'intérêt, un gène de sélection et un terminateur. Autrement, la cellule, enfin l'ADN, les mécanismes cellulaires et les mécanismes génétiques peuvent exclure, nettoyer le gène comme exogène, comme impropre à ce génome. Il ne le reconnaît pas, donc il a fallu forcer la cellule à garder le transgène. C'est pour ça qu'on lui a mis un promoteur issu d'un virus, et c'est souvent le CAMVS35, le virus de la mosaïque du chou-fleur, qui est utilisé comme séquence de promoteur. Donc ça, c'est vraiment important de préciser ça. C'est quelque chose qui n'existe pas absolument dans la nature. On n'a jamais vu, même si les virus ont cette capacité-là d'échanger entre eux du matériel génétique, on n'a jamais vu encore des virus prendre un petit peu de l'un, en enlever un petit bout et rajouter autre chose. Voilà. Donc c'est vraiment une opération extrêmement particulière que la transgénèse. Voilà. Et bien sûr, dans la sélection classique, il existe des recombinaisons génétiques, etc. Mais il y a une rupture malgré tout avec l'arrivée de la transgénèse. Voilà, et les mécanismes en vigueur dans le cadre de la sélection variétale ne sont pas du tout les mêmes mécanismes que dans le cadre de la transgénèse et dans le cadre de l'ensemble des biotechnologies. C'est-à-dire que le temps n'est pas le même, les lois, les règles ne sont pas les mêmes, les recombinaisons ne sont pas les mêmes, l'adaptation ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, du fait qu'il y a des mutations génétiques dans les plantes en règle générale et que nous sommes issus tous de modifications génétiques parce que nous ne nous ressemblons pas, on ne peut pas dire que nous sommes des OGM. Je pense que c'est un raccourci qui est dangereux et qui ne permet pas de penser la chose dans son essence et dans sa réalité. Voilà. Donc, pour moi, au niveau du paradigme, je pense que la façon de penser l'agriculture chimique et la façon de penser l'agriculture transgénique, c'est une suite logique, c'est le même paradigme qui est à l'œuvre. D'ailleurs, ce sont souvent les mêmes entreprises qui vendent les produits chimiques et les semences transgéniques. Monsanto est une entreprise chimique, Bayer est une entreprise chimique, BASF est une entreprise chimique. BASF, Monsanto, Dupont de Nemours est une entreprise chimique. Il y a deux exceptions dans ce paysage-là, c'est nos amis de Limagrain, qui eux sont que des semenciers,
c'est le 4e semencier mondial, mais l'imagrin est extrêmement présent dans la transgénèse. 10% de son chiffre d'affaires est fait avec les OGM aux États-Unis. Et l'imagrin est actuellement en train de travailler énormément sur le blé transgénique avec 2 partenaires, Arcadia Bioscience et un autre. Et il travaille en Australie et en Argentine pour mettre au point du blé transgénique. Donc l'imagrin est un acteur important de la transgénèse végétale, mais n'est pas issu de la chimie. C'est une exception. La deuxième exception, c'est Pioneer, qui est aussi issu de la sélection du maïs. Pioneer a une connaissance du maïs qui est plus que centenaire. Donc il y a 2 exceptions, mais globalement, ce sont les mêmes acteurs qui ont vendu les produits chimiques classiques aux agriculteurs et qui maintenant leur vendent des semences transgéniques, qui d'ailleurs, pour la plupart d'entre eux, donc les variétés Roundup Ready ou Liberty Link, donc celles qui tolèrent un herbicide, sont vendues dans un contrat, avec un contrat qui oblige l'agriculteur à acheter l'herbicide de la même boîte. Donc une entreprise qui vend 2 produits, généralement, essaye de les vendre de façon concomitante. C'est normal, elle cherche à faire du profit, à optimiser son profit. C'est une entreprise, c'est tout à fait logique. Il n'y a pas de problème là-dessus. D'ailleurs, les plantes transgéniques Roundup Ready sont arrivées au moment où le Roundup tombait dans le domaine public. C'est toujours intéressant à méditer. Voilà. Et donc pour moi, au-delà des acteurs, ce qui est le plus gênant, ce qui montre le plus la continuité paradigmatique, c'est le mode d'action. C'est-à-dire que dans le cadre de l'agriculture chimique, donc des intrants chimiques, on avait un problème, une pyrale, on met un antipyrale. Voilà. Et bien avec la transgénèse, on a un problème de pyrale, on met un gène antipyrale. On est dans cette vision réductionniste et mécaniste du vivant, et ça n'a pas changé. Il n'y a pas de rupture paradigmatique entre l'agriculture chimique et l'agriculture transgénique à ce niveau-là, au niveau du mode d'action sur les parasites et sur les maladies. Il n'y a pas de vision holistique comme il y en aurait dans d'autres types d'agriculture, dans d'autres philosophies agricoles. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai essayé de faire un tableau qui est extrêmement schématique. C'est pas comme ça, c'est ce que j'expliquais au début de mon exposé, c'est pas comme ça dans la nature. Il y a des passerelles, on est bien d'accord. Il n'y a pas un agriculteur qui est 100% d'un côté, et de l'autre côté, s'il y en a qui sont 100% dans l'agroécologie, ça c'est sûr. Mais dans l'agriculture chimique, ils font aussi attention à une vision globale du champ. Faut pas les prendre pour des idiots. C'est pas mon discours, mais je parle du concept qui est à l'œuvre derrière les choses. C'est ça qui me paraît le plus important. C'est pas pour dénoncer des gens, c'est pour essayer de comprendre des mécanismes intellectuels et des systèmes de valeurs, des systèmes culturels. Et je pense que c'est plus intéressant. Donc voilà. Donc dans un sens, on est dans une approche systémique, dans l'autre, on est dans une approche action-réaction, une solution. Dans l'agriculture agroécologique, si on a un problème, on va chercher un ensemble de solutions. L'équilibre est une notion qui est extrêmement intéressante. Dans l'autre cas, on est sur du déséquilibre qu'on compense en permanence. Il y a une fuite en avant du déséquilibre, notamment avec les plantes adventices. On l'a vu, on a mis beaucoup de Roundup, ça a permis de faire des choses plus rapides sur des plus grandes surfaces. Les plantes sont devenues adventices. On augmente la toxicité, on augmente la capacité de gérer la toxicité d'une part avec le Roundup Ready 2, puis après ça ne suffit pas, on met des OGM à 3, 4 et bientôt 5, 10, 15, 20 transgènes parce qu'on ne sait pas comment faire dans ce schéma-là. Deuxième chose, c'est l'utilisation de moyens biologiques, mécaniques ou physiques. Et dans l'autre cas, donc plutôt les pesticides de synthèse qui est produite soit par la chimie, soit par l'OGM, dans le cas de l'insecticide. Voilà. Impose, voilà, j'aime bien le terme, j'ai mis exprès impose, c'est qu'en fait dans l'agroécologie, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Ce système-là, avec sa culture-là, avec son système de pensée-là, a des contraintes. Voilà. Ok, c'est bon. Donc ces contraintes-là, c'est que ça impose des rotations longues. On ne peut pas se passer de la chimie et faire de la monoculture intensive, ça ne marchera pas. C'est-à-dire qu'on peut utiliser des outils de l'agroécologie dans l'agriculture chimique, mais on ne peut pas, dans l'autre sens, passer de l'un à l'autre. C'est pas, comme on dit, commutatif. Voilà. Et donc, ça permet la monoculture. Pareil, ça ne l'impose pas. C'est-à-dire qu'on pourrait faire très bien des rotations avec de la chimie si on voulait. Mais comme on est dans une vision de facilité culturelle, eh ben, on fait de la monoculture, champ sur champ sur champ sur champ.
Voilà. Utilise des semences population, utilise des variétés modernes issues de clones, avec très peu de diversité intra- et interspécifique, avec les fameux DHS. Donc les DHS, c'est les critères du catalogue, distinction, homogénéité, stabilité. Mais on en a déjà parlé longuement hier, je ne reviens pas dessus. Voilà. Et favorise l'importation de prédateurs, des ravageurs. Et il y a l'association de culture et la mécanisation. C'est-à-dire que c'est vrai que si on est dans un schéma extrêmement agroécologique complexe, avec des variétés qui s'en mêlent les unes sur les autres, derrière la mécanisation n'est plus trop possible. C'est-à-dire qu'au Mexique, ils ont trois niveaux, dans une certaine pratique culturelle mexicaine, il y a des courges en bas, des haricots qui montent sur les maïs et les maïs qui poussent. Il y a un système bénéfique de l'ensemble de cette culture associée, mais c'est vrai que derrière, la mécanisation est beaucoup plus complexe. Donc c'est vrai que là aussi, c'est une autre contrainte. Il faut savoir ce qu'on veut comme contrainte. C'est un choix de société qu'il faut avoir. Il faut savoir qu'il n'y a pas une voie qui n'a pas ses contraintes. Hein. L'agroécologie va demander plus de temps, temps et plus de ressources humaines a priori. On ne pourra pas faire la même chose qu'avec l'agriculture chimique ou l'agriculture transgénique. C'est pas compatible. Les deux paradigmes ne sont pas compatibles à ce niveau-là. Voilà. Donc la question des obscurantistes et des faucheurs de science, voilà. Donc les gens qui veulent revenir à la bougie, comme on dit, les agroécologistes, c'est tous des beatniks babacool, ils refusent le progrès, etc. C'est un discours qu'on entend encore toujours dans les médias, notamment un certain nombre de gens qui n'ont pas forcément d'intérêt économique. Hein, ça, je précise, c'est important. Il y a des gens qui défendent les OGM et qui sont contre une autre façon de faire, qui n'ont pas d'intérêt économique. Hein. Il y a pas que c'est important. Il y a des acteurs qui ont des intérêts, mais pas tout le monde. Il y a aussi des questions de mentalité et de vision. Et encore une fois. Voilà, donc Marcel Kuntz par exemple, la fameuse nourrir l'humanité. Alors ça, cet argument-là, je l'ai même pas cité, parce que tellement il me paraît ridicule. Je suis désolé, mais la faim dans le monde, c'est pas une question de rendement agricole. Si on superpose la géographie de la faim et la géographie des conflits et des dictatures, on a une vision extrêmement précise de où se trouvent les gens qui ont faim. La question actuellement, ce n'est pas une question de sous-nutrition, c'est une question de mauvaise alimentation. Et par exemple, le nombre d'obèses a dépassé le nombre de sous-nourris dans le monde. Et les obèses ne sont pas qu'aux États-Unis. Ils sont dans énormément de pays du Sud. En Chine, en Égypte. Voilà. Donc je sais. Pardon ? Voilà, enfin, dans les Antilles, voilà, bref. Donc cet argument-là, non. Pour moi, c'est vraiment voilà. Mais par contre, dans l'agroécologie, je suis désolé, c'est pas anti-science, c'est pour une autre science. Science, ça veut dire connaissance. Il n'y a personne qui est contre la science. On peut être contre une technologie, mais il ne faut pas, simplifier le discours en disant anti-technologie égale anti-science. Non, c'est pas parce qu'on critique une technologie qu'on considère que la connaissance ne peut pas progresser. Il y a plein de sciences différentes qui peuvent être valorisées. Je vais un peu plus vite parce que le temps, voilà. La science et le progrès ne sont pas univoques. Il faut faire des choix. Ça, je pense que c'est important. Nous sommes dans une société, nous devons faire des choix. La politique, c'est de faire des choix. Il ne faut pas considérer que tout est toujours possible. Voilà. On vit dans un monde limité. Les ressources humaines des chercheurs sont limitées. Les possibilités d'expérimentation sont limitées. Et donc, à un moment, entre différentes technologies, il est peut-être loisible de faire un choix. Mais à défaut de faire des choix, il faut au moins équilibrer la balance. C'est-à-dire que les budgets de l'INRA ne sont pas forcément équilibrés dans un sens. Et au niveau international, il y a un déficit d'investissement en temps et en sous du côté de l'agroécologie par rapport à l'agriculture transgénique. Et ce déséquilibre-là est tout à fait inquiétant, puisque plus le gap va s'agrandir, moins on va avoir de trouvailles, de connaissances pour défendre l'un, et plus l'autre modèle sociétal va s'imposer de fait, puisque comme on n'aura pas pu développer des stratégies intéressantes, il y aura des problèmes de parasites, etc. Donc c'est pour ça que je pense qu'à défaut de faire des choix, au moins ayons un budget équilibré. Après, moi je pense qu'il faudrait faire des choix un peu plus finement. Voilà, rapidement encore. Complémentarité entre connaissances scientifiques, voilà.
Les savoir-faire traditionnels, voilà, faut pas les opposer. Encore une fois, je pense que c'est un peu idiot de vouloir opposer des choses qui ne sont pas opposables. C'est deux façons d'être. C'est comme si on opposait la BD et la poésie. Enfin, des trucs qui me dépassent des fois. Je ne comprends pas pourquoi l'une science serait mieux que le savoir traditionnel. C'est tous les deux des outils de connaissance. Et pareil, la biologie moléculaire n'est pas la seule science qui est utilisée, mais elle peut être utilisée aussi dans l'agroécologie. Les travaux de Pierre Rivière et de Isabelle Godringer nous l'ont montré. On peut utiliser des outils extrêmement performants, extrêmement précis, extrêmement modernes au service d'une certaine vision agricole. C'est pas un refus de l'outil, c'est comment on utilise l'outil au service d'une question et d'un besoin. Voilà. Et après, dans l'agroécologie, ce qui est intéressant, ce qui me paraît intéressant, c'est la revalorisation de nouvelles sciences, donc comme la science de l'écologie, la science de l'agronomie, qui avait disparu. Les agronomes ont tendance à être de moins en moins importants au profit des biologistes moléculaires, des généticiens, des statisticiens, des bioinformaticiens. Il faut revaloriser des sciences qui ont un réel pouvoir de connaissance, comme l'écologie et l'agronomie. Voilà. Et la différence fondamentale entre deux types de sélection, la sélection en laboratoire et la sélection paysanne, accompagnée par des chercheurs, c'est top-down ou down-top. C'est qui décide et qui détermine les besoins. Voilà. Est-ce qu'on impose des semences à des paysans via des contrats et des filières complètement intégrées, ou est-ce qu'on les accompagne dans leurs choix, dans leurs besoins, dans leurs contraintes, dans leurs envies? Voilà, et c'est la gestion in situ de la diversité, contrairement à... et c'est une question de temps encore, hein, je n'ai pas le temps de développer cet aspect-là, mais la façon de travailler, je pense qu'il faut arrêter de courir derrière le raccourcissement du temps. C'est un paradoxe, on vit de plus en plus longtemps, mais on veut passer de moins en moins de temps à chaque chose. Alors, il y a quelque chose qui me paraît un peu particulier là-dedans.